La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de ma chambre, et j'ai ouvert les yeux, écoutant le silence de la maison. En 42 ans de vie conjugale, je ne m'étais jamais habituée à me réveiller seule. Cela faisait 6 ans qu'Henri était parti, et je continuais de penser qu'il allait entrer dans la chambre avec une tasse de thé, comme il le faisait chaque matin. Moi, Lise Blanchard, 67 ans, veuve, ancienne bibliothécaire scolaire, et presque invisible pour ma propre famille. Bien que je doive admettre que cette dernière définition ne m'est pas venue tout de suite. Elle s'est lentement formée dans mon esprit à chaque appel manqué, chaque visite annulée, chaque « désolé maman, pas possible aujourd'hui ». Sortant lentement du lit, j'enfilai un vieux peignoir que j'adorais. Henri me l'avait offert pour notre 30e anniversaire. Le cachemire avait perdu de sa douceur, mais par les matins froids de Brest, il m'apportait encore chaleur et souvenirs. Dans la cuisine, je mis la bouilloire en marche et regardai dans le réfrigérateur. Aujourd'hui, c'était le grand jour, un dîner de famille auquel j'avais convié les enfants et les petits-enfants. De telles réunions étaient devenues rares, surtout ces dernières années. Chacun était occupé par sa propre vie, Pierre avec sa compagnie d'assurance, Isabelle avec ses interminables rapports comptables. Les petits-enfants grandissaient, plongés dans leurs téléphones et leurs ordinateurs, et même Amélie, la plus jeune, âgée de 10 ans, préférait désormais les jeux vidéo à nos lectures communes. Je sortis un bloc-notes pour faire une liste de courses. Pierre adorait le rôti de bœuf. Isabelle préférait le poisson, et son mari Fabien pouvait manger n'importe quoi tant que la portion était généreuse. Valérie, la femme de Pierre, suivait toujours un nouveau régime, donc il valait mieux prévoir une salade pour elle. Les petits-enfants ? Eh bien, ils n'apprécieraient probablement rien d'autre que des frites et des nuggets de poulet. Je soupirai en me rappelant comment Pierre, enfant, raffolait de ma tarte aux pommes, et comment Isabelle demandait toujours plus de légumes mijotés. Comme les choses avaient changé. En regardant ma montre, je réalisai que le magasin devait déjà être ouvert. Finissant rapidement mon thé, je m'habillai et sortis. Brest m'accueillit avec une pluie fine. Un temps typiquement breton, même au milieu du mois de juin. Remontant ma capuche, je me dirigeai vers l'arrêt de bus. Ma vieille Renault était à l'arrêt dans le garage depuis longtemps. Après avoir légèrement éraflé mon pare-choc en me garant devant le supermarché l'automne dernier, Pierre avait insisté pour que j'arrête de conduire. « Maman, tu n'as plus l'âge pour ça », avait-il dit à l'époque. Je n'avais pas discuté, même si je savais au fond de moi que j'étais encore parfaitement capable de conduire. Henri disait toujours que j'étais la meilleure conductrice de la famille, mais maintenant, c'étaient les enfants qui décidaient pour moi. Au supermarché, je parcourus méthodiquement les allées, mettant tout ce dont j'avais besoin pour le dîner dans mon chariot. La caissière, une femme de mon âge, me sourit. « Vous préparez quelque chose de spécial, Madame Blanchard ?» « Un dîner de famille, répondis-je, surprise qu'elle se souvienne de mon nom de famille. 3, comme c'est merveilleux. Mes enfants ne se réunissent pas souvent, sauf à Noël. J'acquiesçai avec compréhension. Noël était la seule fête où mes enfants venaient sans rappel ni supplication, et ces visites étaient devenues de plus en plus courtes ces dernières années. Avec des sacs lourds, je rentrai chez moi. Notre maison est un petit pavillon de 2 étages dans une rue calme de la banlieue de Brest. Henri et moi l'avions acheté dans les années 70, lorsque les prix étaient beaucoup plus bas. À l'époque, nous pouvions à peine nous permettre l'acompte, mais Henri avait toujours cru en l'investissement immobilier. La pierre ne perdra jamais de sa valeur, Lise, disait-il. Il s'est avéré qu'il avait raison. Notre modeste maison valait maintenant plusieurs fois son prix d'origine. Mais il n'y avait pas que la maison. Henri, qui travaillait comme professeur de physique dans un lycée local, était un homme remarquablement prudent. Il investissait de petites sommes dans diverses entreprises, en particulier des entreprises technologiques, alors qu'elles n'en étaient qu'à leur début. Au moment de son départ, nous avions un solide portefeuille d'investissement. Au début, je n'ai pas parlé d'argent à mes enfants, car Henri pensait qu'ils devaient apprendre à travailler pour eux-mêmes et à apprécier ce qu'ils gagnaient. Puis, en grandissant, ce n'était tout simplement jamais le bon moment. Et après sa mort, eh bien, après sa mort, ils étaient trop occupés pour s'intéresser vraiment à mes affaires. Après avoir rangé mes courses, je commençai à cuisiner. Le rôti de bœuf demandait du temps, alors je m'en occupais en premier. 4-5 La marinade au romarin, thym et ail est une recette de ma mère. Je me souviens avoir appris à Isabelle comment la faire quand elle était adolescente. Elle se tenait à côté de moi, levant les yeux au ciel et m'assurant qu'elle ne passerait jamais autant de temps à cuisiner. « Maman, on est au XXIe siècle. Il y a la livraison de repas, disait-elle.
Isabelle nourrissait maintenant sa fille avec des plats préparés et n'y voyait aucun inconvénient. En coupant les légumes pour la garniture, je réfléchissais à la façon dont les relations dans notre famille avaient changé. Quand les enfants étaient petits, la maison était toujours pleine de rires et de bruit. Pierre avec ses entraînements de football sans fin. Isabelle avec ses livres et ses rêves de devenir écrivain. Où étaient passés ces moments? Quand mes enfants étaient-ils devenus des adultes occupés pour qui un appel téléphonique à leur mère n'était qu'un point sur une liste de choses à faire? Après la mort d'Henri, les choses ont empiré. Les premiers mois, ils appelaient tous les jours, venaient le week-end. Mais peu à peu, les appels sont devenus moins fréquents, les visites plus courtes. Ils mettaient cela sur le compte du travail, des enfants, de l'emploi du temps chargé. Je les comprenais. Vraiment. Chacun a sa propre vie. Mais parfois, lors de soirées particulièrement calmes, je ressentais un sentiment aigu de solitude. Je ne pensais pas être malheureuse. J'avais ma routine, le journal du matin et le thé, une promenade à la bibliothèque où j'avais travaillé et où j'aidais encore au catalogage des livres, des rencontres hebdomadaires avec des amis au café local. Toutes ces choses remplissaient les journées, mais ne comblaient pas le vide laissé par la famille. Alors que je préparais le dessert, la même tarte aux pommes que Pierre aimait tant dans son enfance, je songeais à mes économies, 1 million d'euros, une somme que personne dans la famille n'avait jamais soupçonnée. Henri avait toujours dit que nous devions vivre modestement, mais assurer l'avenir des enfants. Et j'ai suivi ce principe toutes les années après sa mort. Je vivais de ma pension d'enseignante, m'autorisant occasionnellement de petits plaisirs comme une nouvelle robe ou un billet pour un concert de musique classique. Parfois, je me demandais si l'attitude des enfants aurait changé s'ils avaient connu l'existence de cet argent. Leurs visites seraient-elles plus fréquentes, leurs appels plus longs? Mais je m'arrêtais là. Je ne voulais pas d'un amour acheté avec de l'argent. Je voulais juste faire partie de leur vie, ne pas me sentir comme un fardeau ou, pire encore, invisible. À 17 heures, tout était prêt. La table était mise, le dîner préparé, la maison nettoyée. J'avais même pris le temps de me coiffer et de mettre ma plus belle robe, une robe bleu foncé avec un petit motif floral. Henri disait toujours que le bleu accentuait la couleur de mes yeux. La sonnette retentit à 18 heures précises. Pierre et sa famille furent les premiers à arriver. Mon fils, un homme de grande taille avec des cheveux noirs grisonnants, me fit une brève accolade. Valérie, sa femme, m'envoya un baiser dans l'air à côté de ma joue, craignant de tacher son rouge à lèvres impeccable. Jules, leur fils de 15 ans, marmonna un salut sans quitter son téléphone des yeux. Seule Héloïse, 13 ans, me fit un câlin sincère, me demandant comment j'allais. Bien, ma chérie, répondis-je. Heureuse qu'au moins quelqu'un dans cette maison me voie comme une personne et pas seulement comme une vieille femme. Isabelle, son mari et leur fille arrivèrent 15 minutes plus tard. Ma fille, toujours pressée et irritable, me fit un rapide baiser sur la joue et commença immédiatement à s'excuser pour son retard. La circulation était terrible, maman. Et Fabien, comme d'habitude, ne trouvait pas ses clés. Fabien, son mari, se contenta de sourire d'un air coupable. Chauffeur routier, il passait le plus clair de son temps sur la route et semblait heureux de toute occasion d'être à la maison, même si cela signifiait un dîner chez sa belle-mère. Amélie, leur fille de 10 ans, une petite fille tranquille avec des nattes, me sourit timidement. Elle avait toujours été timide, contrairement à sa mère. « Entrez. Tout est prêt », dis-je en les faisant entrer dans le salon où Pierre et sa famille étaient déjà installés. En regardant ma famille assise à table, je ressentis un étrange mélange de joie et de tristesse. Ils étaient là, mes enfants et petits-enfants, tous réunis sous un même toit. Et pourtant, en les regardant, je ne pouvais m'empêcher de penser que pour eux, je n'étais qu'un arrière-plan, une décoration, une nécessité, et non une personne vivante avec mes propres pensées, sentiments et histoires. Je servis le rôti de bœuf et le plaçai au centre de la table. Pierre se redressa immédiatement, tendant la main vers son couteau. Isabelle commença à servir de la salade à Valérie, qui lui rappela discrètement son nouveau régime. Les enfants fixaient leur téléphone, ignorant mes supplications de les ranger. « Alors, comment ça va au travail, Pierre ?» demandai-je, essayant d'entamer la conversation. « La routine, maman », répondit-il, les yeux fixés sur son assiette. « Clients, réunions, rapports, rien d'intéressant. »« Et toi, Isabelle ?» ?»« Débordée. Fin de trimestre, tous les rapports sont urgents. » La conversation ne décollait pas. Les enfants parlaient entre eux de connaissances communes, de projets de vacances, de la nouvelle voiture que Pierre allait acheter. J'étais assise en bout de table,
Mais j'avais l'impression de ne pas être là. Fabien, une âme bienveillante, tenta de m'inclure dans la conversation, me posant des questions sur mes activités, sur le club de lecture, sur les nouvelles du quartier. Mais ces questions se noyèrent dans le bruit général, et bientôt, lui aussi abandonna, se concentrant sur son repas. À un moment donné, Amélie demanda le sel, qui se trouvait à côté de moi. Je tendis la main pour le lui passer, mais Pierre me devança. « Maman, ne te lève pas. Tu sais que ta tension n'est pas bonne, » dit-il sur le ton que l'on emploie avec les petits-enfants. « Pierre, je vais parfaitement bien, » répliquai-je. Le docteur Fournier a dit lors de ma dernière visite que j'étais en pleine forme pour mon âge. « Oui, oui, bien sûr, » dit-il. « Fais juste attention à toi. » Je vis Valérie et Isabelle échanger un regard. C'était un regard que j'avais vu de nombreuses fois, un mélange de condescendance et d'agacement. Le regard qui disait « Les personnes âgées exagèrent toujours leur état de santé. » Au moment du dessert, j'apportai une tarte aux pommes. En la posant sur la table, je regardai Pierre avec espoir. « Ta préférée, tu te souviens ?» Il hocha la tête distraitement, sans quitter son téléphone des yeux. « Oui, merci, maman. » Pas un mot sur le fait qu'enfant, il demandait ce gâteau à chaque anniversaire. Pas un mot sur la façon dont nous cueillions les pommes ensemble dans le verger derrière la maison, vendu depuis longtemps pour un projet immobilier. En coupant la tarte, je fis accidentellement tomber le couteau. Il tomba sur le sol avec un bruit sec. « Je vais en chercher un autre, » dis-je en me dirigeant vers la cuisine. « Pas la peine de t'inquiéter, » dit Pierre en se levant. « J'y vais moi-même. Tu as été debout toute la journée. » Peut-être voulait-il se montrer prévenant, mais il y avait de l'impatience dans sa voix, comme si ma maladresse était une confirmation de plus que je devenais un fardeau. Il revint avec un couteau et commença à couper la tarte, commentant chaque mouvement comme s'il s'agissait d'une opération complexe hors de ma portée. « Tu vois, maman, c'est beaucoup plus facile comme ça. Il ne faut pas trop appuyer. Juste un mouvement fluide. » Je regardais en silence pendant qu'il distribuait les parts, me sentant complètement superflu à ma propre table. « Qui veut encore du thé ?» demandai-je en me levant. « Pour moi, s'il te plaît, » dit Fabien. « Et moi » ajouta Amélie. Je me dirigeai vers la cuisine, mais Pierre intervint à nouveau. « Assieds-toi, maman. Je vais le faire moi-même. Tu n'es pas une serveuse, après tout. » La pièce éclata de rire. Valérie couvrit sa bouche de sa main. Isabelle gloussa dans sa serviette. Même Jules se détourna de son téléphone pour sourire en coin. Je me figeai sur place. Serveuse. Le mot résonnait dans ma tête. N'était-ce pas ce que j'avais fait toutes ces années? Les servir, cuisiner, nettoyer, écouter sans même un simple merci en retour? N'étais-je pas devenue invisible, une fonction plutôt qu'une personne? À ce moment-là, quelque chose en moi bascula. Des années de ressentiment accumulés, de solitude, d'ignorance, tout cela déborda. Je me redressai, sentant le sang me monter au visage. « Vous savez quoi ?» dis-je doucement mais fermement. « Tu as raison, Pierre. Je ne suis pas une serveuse. Je suis votre mère. Une mère qui semble être devenue invisible dans sa propre maison. » Un silence tendu plana sur la table après mes paroles. Tout le monde cessa de mâcher et me dévisagea, surpris, comme s'il remarquait ma présence pour la première fois. Pierre toussa, mal à l'aise, essayant de détendre l'atmosphère. « Non, maman. Je plaisantais, » dit-il avec ce sourire condescendant qu'il réservait à ses clients les plus difficiles. « Tu sais bien que nous apprécions tout ce que tu fais. » Je ne répondis pas, me rasseyant simplement à table. Le moment passa et tout le monde fut soulagé de retourner au dessert. Isabelle orienta rapidement la conversation vers la pièce de théâtre de l'école d'Amélie, et mon éclat fut prudemment oublié. Ou ils firent semblant d'oublier. C'était plus facile que d'admettre l'évidence. Amélie a eu le rôle de l'arbre, dit Isabelle avec cette intonation particulière censée souligner le ridicule de la chose. Un arbre? Tu imagines? À mon époque, les enfants jouaient les princesses et les chevaliers, maintenant ils jouent les plantes. Mais maman, mademoiselle Patterson a dit que mon arbre est très important, objecta doucement Amélie. Il symbolise les problèmes environnementaux. Bien sûr, ma chérie, dit Isabelle. J'espérais juste que tu aurais un rôle avec des répliques, pas juste à rester plantée là pendant toute la pièce. Je vis les épaules d'Amélie s'affaisser. Pauvre petite, à 10 ans, déjà habituée à ce que ses accomplissements ne soient jamais assez bons pour sa mère. Je trouve ça merveilleux, intervins-je.
Les arbres sont très importants. Sans eux, il n'y aurait pas d'oxygène, pas d'ombre, et même pas cette tarte aux pommes. Amélie me sourit avec reconnaissance, mais Isabelle leva simplement les yeux au ciel. Maman, ne commence pas, s'il te plaît. Je veux juste qu'Amélie ait toutes les chances de faire ses preuves. Et le rôle d'un arbre. Ce n'est pas vraiment le genre de choses qui ouvre des portes. À quel âge penses-tu que les portes devraient s'ouvrir? Demandai-je calmement. 10, 15 ans? Ou peut-être qu'on peut laisser les enfants être simplement des enfants. Maman, intervint Pierre. Ne commençons pas maintenant. Isabelle se soucie juste de l'avenir d'Amélie. Comme vous vous souciez du mien, répondis-je, incapable de me retenir. Il y eut de nouveau un silence gêné. Valérie me lança un regard agacé et se tourna vers Pierre. Chérie, raconte à tout le monde ta promotion. C'est une excellente nouvelle. Pierre se ranima immédiatement, visiblement ravi du changement de sujet. Oui, j'ai été promu directeur régional. J'aurai maintenant 4 agences sous ma supervision. Félicitations, dis-je sincèrement. Malgré tout, j'étais fière de la réussite de mon fils. Cela signifie que nous devrons sortir davantage, dit Valérie. Soirée d'entreprise, événements caritatifs. J'ai déjà commandé 3 nouvelles robes. Et une nouvelle voiture, ajouta Pierre en riant. Un directeur régional ne peut pas conduire une berline de 4 ans. Quel genre de voiture as-tu choisi? Demanda Fabien, le seul à s'intéresser vraiment aux voitures. Une BMW série 7, répondit fièrement Pierre. Noir, intérieur cuir et toutes les options. 678, impressionnant, acquiesça Fabien. Mais tu ne crains pas qu'avec un empattement aussi long, ce soit difficile de se garer en ville? Pour ce prix-là, Fabien, la voiture devrait se garer toute seule, rit Valérie. Combien elle coûte? Demanda Isabelle. Environ 90 000 €, dit Pierre nonchalamment, comme si c'était une bagatelle. Je faillis m'étouffer. 90 000 € pour une voiture? Henri se retournerait dans sa tombe. Il avait toujours acheté des voitures pratiques et ne les changeait que lorsque les réparations devenaient plus chères que l'achat d'une neuve. C'est un sacré gaspillage, dis-je, sans pouvoir m'en empêcher. Maman, je gagne assez d'argent pour m'offrir une belle voiture, dit Pierre, irrité. Nous ne sommes pas tous obligés d'économiser comme toi et papa. Nos économies ont payé pour tes études, lui rappelai-je. Ce dont je suis toujours reconnaissant, ajouta-t-il rapidement. Mais les temps ont changé. Il est important de faire bonne impression, de montrer sa réussite. Et une voiture à 90 000 €, c'est une démonstration de réussite, entre autres. Il hocha la tête. Tu sais, maman, dans mon monde, l'apparence compte, ce que tu portes, ce que tu conduis. Ça fait partie du jeu. Le jeu de je réussis mieux que toi, marmonnai-je. Ne commence pas, s'il te plaît, soupira Pierre. Papa et moi avons toujours été en désaccord là-dessus. Il pensait que c'était du gaspillage d'argent. Je considère ça comme un investissement dans mon image. Je pense que c'est juste stupide, dis-je. 90 000 €. Avec cet argent, tu pourrais... Quoi? M'interrompit Valérie. L'économiser pour des jours difficiles? Le mettre à la banque à un taux d'intérêt ridicule? Isabelle, nous vivons dans le monde réel, pas au siècle dernier. Je remarquai qu'Isabelle et Pierre échangeaient des regards. Ce regard de « pauvre vieille maman », elle ne comprend rien à la vie moderne. En parlant d'argent, dit soudain Isabelle en se tournant vers moi. Maman, je voulais te demander. On a proposé à Fabien un contrat en Écosse pour 6 mois. C'est un excellent salaire, mais nous devrons louer un logement là-bas, et c'est une dépense supplémentaire. Je compris où elle voulait en venir avant même qu'elle ait fini. Nous pensions, continua-t-elle en évitant mon regard, que tu pourrais peut-être nous aider un peu. Juste un peu, pour couvrir le premier loyer. Nous te rembourserons, bien sûr, dès que Fabien recevra son premier salaire. Fabien avait l'air visiblement embarrassé. Il n'était pas du genre à demander de l'argent, surtout à sa belle-mère. De combien avez-vous besoin? Demandai-je d'un ton neutre. 3 500 €, répondit Isabelle. 4 500 € au maximum. C'est une très bonne opportunité pour Fabien. Un poste plus élevé, des perspectives d'évolution. J'acquiesçai en silence. Ce n'était pas la première fois qu'Isabelle me demandait de l'argent, et je lui avais toujours donné. Pour les études d'Amélie, pour la réparation du toit, pour une nouvelle chaudière. De petites sommes prélevées sur ma pension qu'Isabelle disait toujours vouloir rembourser,
mais ne le faisait jamais. Je verrai ce que je peux faire, dis-je finalement. Merci, maman. Tu es un vrai trésor, souffla Isabelle avec soulagement. Pierre secoua la tête d'un air désapprobateur. Isabelle, tu sais que maman n'a que sa pension. Tu ne devrais pas la solliciter. Je ne la sollicite pas, s'indigna Isabelle. C'est juste une aide temporaire. D'ailleurs, maman n'a pas les mêmes dépenses que nous. Elle vit seule, ne conduit pas, n'aime pas voyager. N'empêche, insista Pierre. 4500 €, c'est une somme importante. Dis l'homme qui va dépenser 90 000 € pour une voiture, rétorqua Isabelle. Avec son propre argent durement gagné, souligna Pierre. Ça suffit, intervins-je. Je déciderai moi-même si je peux aider Isabelle ou non. Pierre haussa les épaules et retourna à son dessert. La tension à table était palpable. Jules, qui avait été absorbé par son téléphone tout ce temps, leva soudain les yeux. Au fait, mamie, j'ai besoin d'argent pour un nouvel ordinateur portable pour le lycée. Le mien est complètement dépassé. Jules, s'exclama Valérie, indignée. Nous en avons discuté à la maison. Quoi? Son fils la regarda innocemment. Papa a dit qu'il n'y avait pas d'argent maintenant à cause de la nouvelle voiture et de tes robes, et mamie aide toujours. Je sentis le sang me monter aux joues. C'est comme ça qu'il me voit? Un distributeur de billets pour les dépenses imprévues? Jules, excuse-toi auprès de ta grand-mère, dit sévèrement Pierre. Pourquoi? Le garçon était sincèrement surpris. J'ai dit quelque chose de faux? C'est toi qui dis tout le temps que mamie économise pour un mauvais jour qui n'arrivera jamais. Il y eut un silence de mort. Pierre et Valérie semblaient vouloir disparaître sous terre. Isabelle tripotait nerveusement sa serviette. Jules, ça suffit, dit finalement Pierre. Un mot de plus et tu es privé de téléphone pendant une semaine. L'adolescent renifla, mais se tut, replongeant son regard dans l'écran. J'étais assise là, abasourdie, digérant ce que je venais d'entendre. C'est donc comme ça qu'il parle de moi. Dans mon dos, une vieille radine qui économise pour on ne sait quoi. S'il savait. Quelqu'un d'autre veut du thé, demandai-je, essayant de détendre l'atmosphère. Oui, s'il te plaît, dit Héloïse, la seule qui semblait réellement embarrassée. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine, les mains tremblantes. Derrière moi, la conversation reprit sur des sujets plus neutres. La météo, les derniers films, les prochaines vacances de Pierre et Valérie en Espagne. Dans la cuisine, je m'appuyais contre le plan de travail, respirant profondément. Des années de blessures et de déceptions me submergèrent en une vague. Je me souvins comment, après la mort d'Henri, j'avais dû m'occuper seule de toute la paperasse, de l'assurance, de la succession. Comment les enfants avaient promis de m'aider, mais trouvaient toujours des raisons de reporter leur visite. Comment Pierre avait insisté pour vendre la collection de pendules anciennes de son père pour ne pas encombrer la maison. Comment Isabelle avait suggéré que je déménage dans une maison de retraite, où on s'occupera mieux de toi que nous ne le pouvons. J'ouvris le placard du haut où je rangeais mon thé, et mon regard tomba sur une photo aimantée au réfrigérateur. Henri et moi le jour de nos noces de rubis, 40 ans ensemble, ses yeux remplis d'amour et de fierté. Tu es mon plus grand trésor, Lise, m'avait-il dit alors. Que dirait-il maintenant en voyant comment nos enfants traitent son trésor? Je préparais le thé en essayant de me calmer. Peut-être que je suis trop dure avec eux. Après tout, ils ont leur propre vie, leurs propres problèmes. Peut-être que j'attends trop. Mais je me souvins alors comment je m'étais occupée de ma mère jusqu'à ces derniers jours. Comment je n'avais jamais considéré cela comme un fardeau. Même quand je devais me partager entre le travail, les enfants et les soins à lui apporter. Je ne demandais pas de gratitude. Je le faisais par amour. Est-ce que je demande plus à mes enfants? Avec un plateau de thé, je retournai dans la salle à manger. La conversation portait sur la prochaine fête de l'école où Héloïse devait chanter dans la chorale. « Mamie, tu viendras m'écouter » demanda-t-elle alors que je posais la tasse devant elle. « Bien sûr, ma chérie, souris-je. Je n'ai manqué aucune de tes représentations. » « N'oublie pas de prendre un pull, » intervint Valérie. « Il fait toujours froid dans l'auditorium. Et avec ton arthrite. »« Je n'ai pas d'arthrite, » l'interrompis-je. « Mes articulations vont bien. » « Mais la dernière fois, tu t'es plainte d'une douleur au genou, » me rappela Isabelle. « C'était une douleur passagère après avoir travaillé toute la journée dans le jardin, » expliquai-je. « Ça arrive à tout le monde, peu importe l'âge. »
Bien sûr, maman, acquiesça Isabelle avec indulgence. Mais quand même, prends soin de toi. À ton âge, il faut être prudent. À ton âge. Une autre phrase que j'avais si souvent entendue ces dernières années. Je ne peux pas conduire à mon âge. Je ne peux pas travailler dans le jardin à mon âge. Je ne peux pas voyager seul à mon âge. À mon âge, je devrais envisager de déménager dans un endroit plus adapté. Pourrais-tu me passer le sucrier ? Demandai-je à Pierre, décidant de changer de sujet. Il attrapa le sucrier, mais au lieu de me le tendre, il le posa juste devant ma tasse et mit lui-même le sucre. Une cuillère pour toi, c'est ça ? Tu ne peux pas en prendre beaucoup plus avec ta tension. C'était la goutte d'eau, le sucrier. Une si petite chose, mais qui incarnait tout. Leur condescendance, leur certitude que j'étais incapable de prendre soin de moi, leur mépris total pour mon indépendance. Je suis parfaitement capable de mettre mon propre sucre, dis-je en repoussant sa main. Et de décider de la quantité dont j'ai besoin. J'essaie juste d'aider, se défendit Pierre. Non, tu essaies de contrôler, répliquai-je. Comme tu le fais toujours. Maman, soupira Isabelle. Ne recommençons pas. Pierre se soucie juste de toi. Le souci, ça se manifeste autrement, dis-je fermement. Le souci, c'est le respect. C'est s'intéresser à ma vie, pas seulement à ma santé et à ma capacité à vous servir. De quoi parles-tu ? Fronça les sourcils Pierre. Je suis devenu invisible pour vous, répondis-je. Une personne sans désir, sans opinion, sans sentiment propre. Je suis soit la pauvre vieille maman qui a besoin d'aide, soit un distributeur automatique pratique quand vous avez besoin d'argent. Ce n'est pas juste, s'exclama Isabelle. Nous t'aimons. Vous m'aimez ? Grimaçai-je amèrement. Quand m'avez-vous demandé pour la dernière fois comment je passe mes journées ? Ce que je fais. À quoi je pense ? Vous venez quand vous avez besoin de quelque chose, appelez quand vous voulez que je garde les enfants, et le reste du temps, je n'existe pas pour vous. Il y eut un lourd silence. Les enfants me regardaient avec étonnement, comme s'ils me voyaient pour la première fois. Et maintenant, continuai-je, le cœur battant, toi, Pierre, tu me traites de serveuse. Et tout le monde rit, parce que pour vous, je suis une serveuse. Je cuisine, je nettoie, je vous donne de l'argent quand vous en demandez, et je devrais être reconnaissante que vous preniez parfois le temps de passer pour le dîner. Maman, je ne le pensais pas comme ça, commença à se défendre Pierre. C'était juste une blague stupide. Les blagues révèlent souvent les vraies pensées, fis-je remarquer. Et vous savez ce qui est le plus triste ? C'est que j'ai laissé faire ça pendant si longtemps. J'avais peur de perdre même les miettes d'attention que je recevais de vous. Tu es dramatique, intervint Valérie. Pierre et Isabelle s'occupent toujours de toi. Qui t'a aidé à réparer la salle de bain ? Qui t'emmène chez le médecin ? Oui, ils le font. Et chaque fois, ils me font savoir à quel point c'est une faveur, répondis-je. Chaque fois, ils me rappellent à quel point je devrais être reconnaissante pour leur temps. Je regardais mes petits-enfants. Jules et Héloïse avaient l'air embarrassés. Amélie avait l'air effrayée. J'eus pitié d'eux. Ils n'étaient pas responsables du comportement de leurs parents. Je pense à cela depuis longtemps, dis-je en essayant de garder ma voix calme. À ce qui arrivait à notre famille, à ce qu'Henri aurait voulu, et j'ai pris une décision. Quelle décision ? Demanda Pierre, las. Je pris une profonde inspiration. Ce que j'allais dire allait tout changer, mais c'était peut-être nécessaire. J'ai décidé de donner toutes mes économies, 1 million d'euros, à une œuvre de charité pour les personnes âgées. Il y eut un silence stupéfait. Isabelle laissa tomber sa fourchette, qui cliqueta sur l'assiette. Pierre se figea, la bouche ouverte. Valérie devint blême. 1 million d'euros, réussit finalement à articuler Pierre. Tu as 1 million d'euros. Oui, confirmai-je. Les investissements de votre père ont été très fructueux. Je ne vous en ai jamais parlé parce qu'Henri croyait que l'argent ne devait pas affecter les relations familiales. Il voulait que vous appreniez à gagner votre vie, à ne pas compter sur un héritage. Et tu vas tout donner, halta Isabelle. Tout l'héritage de papa. Notre héritage ? Mon héritage, corrigeai-je. Eh oui, je vais le donner à des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Des personnes âgées qui ont été abandonnées par leur famille ou qui n'ont jamais eu la chance d'épargner assez pour une vieillesse décente. Un silence de mort régnait dans la salle à manger. Mes mots sur le 1 million d'euros et l'œuvre de charité flottaient dans l'air, lourds et palpables.
Je regardais les visages de mes enfants passer du choc à l'incrédulité, de l'incrédulité à la prise de conscience, et enfin à une panique mal dissimulée. Isabelle fut la première à reprendre ses esprits. Elle repoussa son assiette et passa nerveusement une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste qu'elle m'avait emprunté à l'adolescence. « Maman, tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, presque suppliante. « C'est une sorte de blague ?» Je secouai la tête, me sentant étrangement calme, comme si le poids que je portais depuis des années s'était enfin envolé de mes épaules. « Non, Isabelle, je suis parfaitement sérieuse. » Pierre, toujours prompt à se remettre des surprises, se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les bras sur sa poitrine. Sa posture était détendue, je pouvais voir la tension dans ses yeux. « Maman, parlons-en raisonnablement, » dit-il du même ton que j'étais sûr qu'il utilisait pour négocier avec ses clients. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. On ne prend pas de telles décisions spontanément au cours d'un dîner. Ce n'est pas une décision spontanée, répondis-je. J'y pense depuis longtemps. Et tu n'as jamais eu l'intention d'en discuter avec nous, intervint Valérie, sa voix tremblante d'une indignation à peine contenue. Nous sommes une famille, après tout. Je la regardai avec un léger sourire. Valérie, quand toi et Pierre avez décidé d'acheter une nouvelle voiture à 90 000 euros, en avez-vous discuté avec moi? Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la referma sans rien dire. Tu vois, continuai-je, c'est mon argent, tout comme tes robes et la voiture de Pierre sont vos décisions. Fabien, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, toussa doucement, attirant l'attention. Lise, commença-t-il prudemment. Je comprends tes sentiments, mais peut-être devrais-tu y réfléchir à nouveau, pour le bien des petits-enfants, sinon pour le nôtre. Je le regardai avec gratitude. Fabien avait toujours été la voix de la raison dans la famille, l'homme qui cherchait à aplanir les angles. Je comprends ton inquiétude, Fabien, mais ma décision n'affecte pas directement mes petits-enfants. Si Henri et moi avions voulu leur laisser l'argent directement, nous aurions créé une fiducie. 1 million d'euros, murmura Isabelle, comme si elle n'en revenait toujours pas. Tu as eu 1 million d'euros toutes ces années, et tu as vécu avec ta pension en me demandant de t'apporter des médicaments de la pharmacie parce que c'était 2 euros moins cher. La frugalité est une habitude, haussai-je les épaules. Et un principe. Henri et moi n'avons jamais cru au gaspillage. Mais tout donner à une œuvre de charité, s'exclama Pierre. Ce n'est pas de la frugalité. C'est ma décision, dis-je fermement. Et elle est définitive. Non, secoua la tête Isabelle. Non, tu ne peux pas faire ça. Cet argent doit rester dans la famille. Papa l'aurait voulu. Papa aurait voulu que notre famille reste une famille, rétorquai-je. Que nous prenions soin les uns des autres non pas à cause de l'argent, mais parce que nous nous aimons. Nous t'aimons, s'exclama Isabelle, les yeux remplis de larmes. Comment peux-tu en douter? Je ne doute pas qu'au fond de vous, vous m'aimez, répondis-je doucement. Mais cet amour ne s'est pas manifesté dans vos actions ces dernières années. Ce n'est pas juste, intervint Pierre. Nous avons toujours pris soin de toi. Peut-être pas de la manière que tu souhaitais, mais nous avons fait de notre mieux. Vous avez fait ce que vous pouviez sans compromettre vos projets, clarifiai-je. Sans sacrifier votre confort. Valérie se leva brusquement, sa chaise reculant avec un grand crissement. Je ne vais pas écouter ça, dit-elle. Tu nous accuses d'être de mauvais enfants pour justifier ta décision de nous déshériter. C'est de la manipulation. De la pure manipulation. Assieds-toi, Valérie, dit Pierre doucement, mais sa voix était d'acier. Maman, tu te rends compte de ce que ça a l'air, n'est-ce pas? Tu annonces l'existence d'une énorme somme d'argent dont nous ignorions l'existence. Et ensuite, tu dis que tu vas tout donner à une œuvre de charité parce que nous t'aurions maltraité. C'est du chantage. Je sentis mon cœur se serrer. Pensait-il vraiment ça? Que j'essayais de les faire chanter. Ce n'est pas du chantage, Pierre. Ce sont des conséquences. Les conséquences de quoi? S'indigna Isabelle. Du fait que nous vivons nos vies. Que nous avons des emplois, des enfants, des obligations. Que nous ne pouvons pas passer chaque minute avec toi. Non, répondis-je calmement. Les conséquences du fait que vous ne me voyez plus comme une personne. Le fait que vous décidiez pour moi de ce dont j'ai besoin sans me demander mon avis. Le fait que vous ne pensiez à moi que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Ce n'est pas juste, répéta Isabelle, incapable de retenir ses larmes. Nous avons toujours pris soin de toi.
Comme d'une enfant ou d'une vieille femme fragile, répondis-je, mais pas comme d'une adulte avec ses propres désirs et son droit au respect. Héloïse, qui avait observé en silence la querelle des adultes, intervint soudain. Grand-mère a raison, dit-elle doucement mais fermement. Vous la traitez vraiment de cette façon. Toutes les têtes se tournèrent vers la jeune fille de 13 ans, qui paraissait soudain beaucoup plus âgée. Héloïse, c'est une conversation d'adulte, commença Valérie. Mais sa fille l'interrompit. Je suis assez grande pour voir comment vous traitez mamie. Vous lui parlez toujours de haut, comme si elle ne comprenait rien au monde moderne. Vous décidez toujours pour elle. Même aujourd'hui avec le sucre. Elle se tourna vers son père. Papa, tu n'as pas demandé combien de sucre elle voulait. Tu as juste décidé pour elle. Pierre avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Isabelle frottait nerveusement sa serviette sans lever les yeux. Valérie regardait sa fille comme si elle la voyait pour la première fois. Et vous savez quoi d'autre, continua Héloïse, se tournant vers sa mère. Tu dis toujours que mamie doit voir plus de monde, sortir de la maison. Mais quand elle a proposé de venir en Espagne avec nous l'été dernier, tu as dit que c'était des vacances en famille. Je regardais ma petite fille avec étonnement. Je n'avais jamais pensé qu'elle remarquait toutes ces petites choses, toutes ces petites négligences et ces rejets. Héloïse, ça suffit, dit sévèrement Pierre. Tu ne comprends pas toute la situation. Je comprends assez, répliqua la jeune fille, croisant les bras sur sa poitrine, exactement comme son père le faisait à son âge. Je comprends que vous êtes contrarié non pas parce que mamie est offensée, mais parce que vous n'aurez pas l'argent. Ce n'est pas vrai, s'exclama Valérie. Nous nous inquiétons pour le bien-être de mamie. Alors pourquoi ne lui demandez-vous jamais comment elle va vraiment, rétorqua Héloïse. Pourquoi dites-vous toujours oui, oui, bien sûr quand elle parle de son club de lecture ou de son voyage à Paris? Nous. Balbutia Valérie, incapable de trouver les mots. Je posai ma main sur l'épaule d'Héloïse. Merci, ma chérie, mais je pense que tes parents et moi devons en discuter entre nous. Héloïse hocha la tête mais ne bougea pas, montrant silencieusement son soutien. Je sentis une vague d'amour pour cette fille courageuse et observatrice. Un lourd silence plana dans la pièce. Finalement, Pierre prit une profonde inspiration et parla de nouveau, beaucoup plus doucement cette fois. Mère, je me rends compte que nous ne t'avons peut-être pas toujours traité avec le respect que tu mérites. Et si c'est le cas, je m'excuse sincèrement. Mais la décision de donner tout l'argent, c'est trop radical. Peut-être pouvons-nous trouver un compromis. Quel genre de compromis suggères-tu? Demandai-je en regardant attentivement mon fils. Eh bien, peut-être que tu pourrais en donner une partie à une œuvre de charité et en laisser une partie à la famille, suggéra-t-il. Ou créer une fondation familiale que nous pourrions gérer ensemble. Je secouai la tête. Il ne s'agit pas d'argent, Pierre. Il s'agit de relations. Il s'agit de respect. Il s'agit d'un amour qui se manifeste non seulement par des mots, mais par des actes. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Demanda Isabelle en essuyant ses larmes. Tu veux que nous quittions nos emplois et que nous nous asseyions à tes pieds? Tu veux que nous t'appelions tous les jours? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous me voyiez, répondis-je simplement. Pas comme une source d'argent ou de service, pas comme un fardeau ou un problème à résoudre, mais comme une personne, comme votre mère qui vous aime et est fière de vous et veut faire partie de votre vie. Et si nous commençons à faire ça, changeras-tu d'avis sur l'argent? Demanda Pierre, et je remarquai qu'Isabelle lui lança un regard d'avertissement. Tu vois? Souris-je tristement. Tu penses toujours à l'argent, pas à ce que j'essaie de dire. Non, commença-t-il, mais je levai la main pour l'arrêter. Je me rends compte que ma décision vous semble soudaine et injuste. Alors je vous propose ceci. Je ne ferai rien pendant 6 mois. Pendant ce temps, nous pourrons tous réfléchir, vous, à notre relation, moi, à ma décision. 6 mois? Intervint Isabelle. Et après? Après, je déciderai si je donne tout l'argent à une œuvre de charité ou si je le partage entre vous. Et comment décideras-tu si nous méritons un héritage? Demanda Pierre, l'amertume se glissant dans sa voix. As-tu une sorte de barème ou une liste d'exigences? Il n'y a pas de barème, Pierre, répondis-je. Je veux juste voir que notre relation peut changer, que nous pouvons retrouver le respect et l'amour que nous avions autrefois l'un pour l'autre. Et si nous ne sommes pas à la hauteur de tes attentes? Demanda Valérie. Si tu décides que nous n'avons pas assez changé? Alors l'argent ira à l'œuvre de charité, dis-je fermement. Et peut-être que ce sera pour le mieux,
car une relation basée sur l'intérêt financier ne vaut pas la peine d'être conservée. Fabien, qui avait écouté attentivement tout au long de la conversation, reprit enfin la parole. Je pense que c'est juste, dit-il. 6 mois, c'est amplement suffisant pour que tout le monde se calme et réfléchisse. Et franchement, indépendamment de l'argent, nous devrions vraiment réévaluer notre relation. Isabelle lança un regard désapprobateur à son mari, mais ne dit rien. Il y a encore une chose, ajoutai-je. Je vais chez Hélène pour un moment. Tante Hélène, s'étonna Isabelle. Dans le sud. Oui, acquiesçai-je. Ma sœur me demande de venir depuis longtemps, et ce serait le bon moment. Je pense que nous avons tous besoin d'espace pour réfléchir. Tu ne fais que fuir, dit Pierre. Tu lâches cette bombe et tu t'enfuis pour ne pas avoir à en voir les conséquences. Non, Pierre. Je secouai la tête. Je nous donne à tous une chance de regarder la situation de l'extérieur, sans les rappels et les ressentiments quotidiens, pour que nous puissions décider ce qui est vraiment important. Combien de temps comptes-tu y rester ? Demanda Isabelle. La plupart de ces 6 mois, répondis-je. Peut-être pas tout le temps, mais assez longtemps pour réfléchir. Les petits-enfants, qui avaient écouté en silence la conversation des adultes, me regardaient maintenant avec anxiété. « Tu viendras pour le week-end » demanda Amélie, la voix tremblante. « Tu viendras à ma pièce de théâtre ?» Je m'approchai d'elle et la pris dans mes bras. « Bien sûr, ma puce. Je te promets que je viendrai à ta pièce, et nous nous parlerons au téléphone, et je t'écrirai des lettres. De vraies lettres en papier, comme au bon vieux temps. Je t'écrirai des lettres aussi, murmura-t-elle en me serrant fort. Héloïse suivit, les larmes aux yeux. Je ne veux pas que tu partes, mamie. 9-10, je sais, ma chérie. Je lui caressai la tête. Mais parfois, la distance aide à voir les choses plus clairement. Et ce ne sera pas pour toujours. Je le promets. Jules, qui avait ostensiblement refusé de participer à la conversation tout ce temps, leva soudain les yeux de son téléphone. « Quand est-ce que tu pars ?» demanda-t-il en essayant de paraître indifférent. Mais je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. « À la fin de la semaine, répondis-je. J'ai quelque chose à régler avant de partir. » Sitôt. Isabelle avait l'air choquée. « Tu as déjà tout planifié ?» J'y pense depuis un moment, admis-je. Et j'ai décidé que si le dîner de ce soir se passait comme d'habitude, je prendrais ces mesures. Donc, tout ça, c'était un test, s'indigna Pierre. Tu nous as fait passer un test et nous avons échoué. Non, Pierre. Je secouai la tête. C'était juste un autre dîner de famille. J'espérais qu'il serait différent, mais je n'ai pas été surprise qu'il se déroule comme il s'est déroulé. Et ma blague sur la serveuse, c'était la goutte d'eau, demanda-t-il. Et pour la première fois, il y avait un regret sincère dans sa voix. Pas la blague elle-même, répondis-je. C'est la façon dont tout le monde y a réagi. La façon dont tu n'as rien vu de mal à parler à ta mère comme ça. La façon dont les autres ont ri, comme si c'était normal. Pierre baissa les yeux, et je vis la couleur de la honte inonder son visage. Il avait toujours été un garçon fier, détestant admettre ses erreurs. Mais maintenant, je pense que mes mots l'avaient enfin atteint. Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû dire ça. Merci, acquiesçai-je. C'est un bon début. Isabelle, qui avait toujours l'air choquée, se leva soudainement. J'ai besoin d'air, dit-elle, et elle quitta rapidement la pièce. Fabien me lança un regard d'excuse et suivit sa femme. Valérie était assise, serrant sa serviette, le visage pâle et tendu. « Que allons-nous dire aux gens ?» demanda-t-elle enfin. « Quand ils apprendront que tu es parti ?» Je souris. Bien sûr, Valérie s'inquiétait de ce que les autres penseraient, de la façon dont cela affecterait leur réputation. « Dites la vérité, répondis-je. Que j'ai décidé de passer du temps avec ma sœur. Ce n'est ni un mensonge ni une raison de faire des commérages. » Pierre soupira et se frotta le visage avec ses mains, un geste qu'il avait appris d'Henri. « D'accord, dit-il enfin. 6 mois, le temps de réfléchir. Je comprends. Mais mère, s'il te plaît, ne prends pas de décision finale sans nous avoir écoutés à nouveau. Je le promets, acquiesçai-je. La décision ne sera prise qu'après que nous aurons de nouveau parlé. Pierre hocha la tête, puis se leva et commença à ramasser les assiettes. La première fois qu'il faisait ça depuis des années, à ma connaissance. Laisse, dis-je.
Je nettoierai plus tard. Non, secoua-t-il la tête. Je vais aider. C'est le moins que je puisse faire. Alors que je regardais mon fils, toujours si confiant et indépendant, ramasser méthodiquement la vaisselle de la table, je ressentis un étrange mélange de tristesse et d'espoir. Peut-être que cette soirée avait vraiment fait une différence. Peut-être avions-nous tous besoin de ce choc pour voir ce que notre relation était devenue. Par la porte ouverte, je pouvais voir Isabelle debout dans le jardin, les bras croisés autour d'elle, et Fabien lui disant quelque chose doucement, posant une main sur son épaule. Ma fille a toujours été plus difficile à atteindre que Pierre. Elle a hérité non seulement des cheveux blonds d'Henri, mais aussi de son entêtement et de sa fierté. Je savais que les mois à venir seraient difficiles pour nous tous. Que ma décision causerait encore de nombreuses disputes et accusations. Que le chemin pour réparer notre relation, si tant est que ce soit possible, serait long et difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vraiment écoutée. Que mes mots avaient du poids, que j'étais de nouveau visible pour ma famille. Et alors que je regardais Pierre charger maladroitement le lave-vaisselle, qu'Héloïse l'aidait, lui montrant patiemment où mettre les choses, que Jules, essayant d'être discret, ramassait le reste de la vaisselle de la table, je me permis un peu d'espoir que peut-être tout n'était pas encore perdu. Amélie s'approcha de moi et me prit la main. « Mamie, dit-elle doucement. Tu vas me manquer. »« Toi aussi, ma chérie, » répondis-je en serrant sa petite main. Mais parfois, nous devons être séparés un moment pour réaliser à quel point nous nous aimons. Comme dans ce livre que tu me lisais sur l'ourson qui part dans la forêt pour apprendre à être courageux. Je souris, touchée qu'elle se souvienne de nos lectures communes. Oui, ma chérie, c'est tout à fait ça. Parfois, nous avons tous besoin d'un petit moment dans la forêt pour trouver notre courage. Et tu reviendras plus courageuse, demanda-t-elle. J'espère que nous reviendrons tous plus courageux, répondis-je, regardant par-dessus son épaule mes enfants qui essayaient maladroitement de ranger la cuisine, manifestement peu habitués à ce genre de travail. Plus courageux et peut-être un peu plus sages. La Côte d'Azur m'accueillit avec du soleil et une brise marine. Hélène, ma sœur cadette, attendait sur le quai de la petite gare de Thèse, agitant les bras comme si je risquais de ne pas remarquer son écharpe rouge vif et sa tignasse de cheveux argentés, toujours énergique et lumineuse, tout le contraire de ma retenue. Lise. Elle m'étreignit avec une telle force que je faillis laisser tomber mon sac. Tu t'es enfin décidée. Je pensais que j'allais devoir venir te kidnapper. Je ris, sentant la tension des derniers jours commencer à se dissiper. Après ce dîner mémorable, une semaine s'était écoulée, remplie de conversations téléphoniques gênées et de visites surprises des enfants qui ne savaient manifestement pas comment réagir à mon départ et à l'annonce de l'héritage. Pierre est venu 2 fois pour voir si tout allait bien, même s'il essayait en fait de me convaincre de changer d'avis. Isabelle appelait tous les jours, sa voix oscillant entre l'irritation et une inquiétude feinte. Seuls les petits-enfants agissaient sincèrement. Amélie a pleuré en venant me dire au revoir. Héloïse a apporté une carte faite à la main et Jules, à ma grande surprise, m'a serré longuement dans ses bras, marmonnant quelque chose sur le fait de m'écrire des emails. « Tu as l'air épuisée, » dit Hélène en me prenant mon sac. « Qu'est-ce que ces enfants t'ont fait ?»« Rien de spécial, » soupirai-je en la suivant jusqu'à sa vieille Fiat. Ils ont juste été eux-mêmes. Sur le chemin de la maison d'Hélène, je lui racontai tout ce qui s'était passé. Comment je me sentais invisible depuis des années, la blague de Pierre sur la serveuse, ma décision concernant l'argent, les regards choqués sur les visages des enfants. Il était temps que tu leur montres qui commande, approuva Hélène en doublant un tracteur. J'ai toujours dit que tu les gâtais trop. Henri en a fait des princes et des princesses gâtés avec tous ses discours sur un avenir décent. Ne dis pas ça d'Henri, la réprimandai-je doucement. Il voulait bien faire. Bien sûr qu'il le voulait, renifla-t-elle. Comme tous les parents. Mais parfois, le mieux, c'est de laisser ses enfants se prendre leur propre bosse plutôt que de leur déblayer le chemin. Elle avait raison sur un point. Henri et moi avions toujours essayé de faciliter la vie de nos enfants, de les protéger des difficultés que nous avions nous-mêmes traversées. C'était peut-être notre erreur. La maison d'Hélène, une petite maison en pierre à la périphérie du village, ressemblait exactement à la photo qu'elle m'avait envoyée. Du lierre sur les murs, des fleurs aux couleurs vives dans le jardin de devant et une vue sur la mer au loin. À l'intérieur, c'était un désordre créatif qui reflétait sa personnalité. Des livres, des peintures, des céramiques faites à la main et une collection de coquillages du monde entier. « Mets-toi à l'aise », dit Hélène en me montrant une chambre au 2e étage. Je t'ai vidé une commode entière, bien que connaissant ton amour du minimalisme, je doute que tu aies besoin de tout cet espace.
Je souris en défaisant ma valise. En effet, je n'avais apporté que l'essentiel. Une habitude de frugalité ancrée par des années de salaire d'enseignante et une vie tranquille avec Henri. J'ai de grands projets pour toi, ma sœur, annonça Hélène au dîner, en versant du vin rouge dans des verres. Plage, musée, galerie, marché de producteurs locaux, et interdiction de parler de tes enfants ingrats, sauf si tu y tiens absolument. Ainsi commença ma fuite de ma famille et de ma vie passée. Les premiers jours, je me sentis étrange, presque coupable de profiter de la liberté et de la paix. Je me réveillais en pensant que je devais appeler les enfants pour savoir si tout allait bien. Rappeler à Isabelle son rendez-vous chez le dentiste ou demander à Pierre comment s'était passée sa réunion importante. Mais je me suis souvenu que je n'avais plus à le faire. Que mon temps m'appartenait, à moi seule. Hélène, contrairement à mes enfants, n'essayait pas de contrôler chacun de mes mouvements. Elle suggérait mais n'insistait jamais. Tu veux venir à la plage avec moi? Non. Très bien. Alors on se voit ce soir. Pas de soupir vexé, pas d'accusation, pas de pression. J'avais oublié ce que c'était que de voir ses décisions respectées, et non remises en question. La 3e semaine, Pierre appela. Sa voix semblait tendue, avec une irritation à peine contenue. « Maman, comment vas-tu? Tout va bien. Tout va bien, Pierre. » Hélène me montre les sites locaux. Nous étions au jardin exotique dès hier, un endroit incroyablement beau. C'est bien. Marqua-t-il une pause. Écoute, j'ai parlé à un avocat. Pourquoi? L'interrompis-je. Eh bien, à propos de ta décision concernant l'argent. Il a dit que si papa n'a pas laissé d'instructions claires sur l'héritage, alors légalement. Pierre. Ma voix se fit plus froide. Papa m'a tout laissé. Sans condition. Ce que je décide de faire de cet argent, c'est mon affaire. Mais c'est l'argent de la famille. Sa voix monta. Papa a toujours dit que les économies étaient pour la famille, pour les générations futures. Oui, pour la famille, consentis-je. Mais une famille, c'est plus qu'un simple compte en banque. C'est une question de relation, de respect, d'attention. C'est ce dont je parlais au dîner. Alors, tu nous manipules, après tout, dit-il amèrement, en utilisant l'argent pour nous faire ce que tu veux. Je soupirai. Pierre avait toujours été têtu, pensant toujours qu'il savait mieux que tout le monde. Quand il était enfant, c'était dans les plus petites choses. Refuser de porter un chapeau par temps froid, insister sur son chemin pour aller à l'école, même s'il était plus long. Maintenant, cette obstination faisait partie de sa personnalité. Non, Pierre. Je ne force personne à danser. Je veux juste que vous réfléchissiez à la façon dont nous communiquons. Je veux que vous me voyiez non pas comme un distributeur de billets ou une bonne, mais comme un être humain. Ce n'est pas juste, s'exclama-t-il. Nous ne t'avons jamais traité comme une servante. Tu m'as traité de serveuse il n'y a pas si longtemps, lui rappelai-je. C'était une blague stupide. Tu vas nous déshériter à cause d'une mauvaise blague? Non, Pierre. Pas à cause d'une blague. À cause d'années de négligence et de manque de respect. Parce que je suis devenue invisible dans votre vie. Une grand-mère pratique qui garde les enfants, prête de l'argent et ne se plaint jamais. Il y eut un silence. Je pouvais l'entendre respirer fort, essayant de contrôler sa colère. D'accord, dit-il enfin. J'ai compris. 6 mois. Nous verrons ce qui se passera après. Après cette conversation, Pierre n'appela pas pendant 3 semaines. Mais Isabelle commença à appeler plus souvent. Contrairement à son frère, elle semblait sincèrement préoccupée. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit », admit-elle lors d'une conversation. « Et peut-être que tu as raison. Nous t'avons considérée comme acquise. » « Merci de l'admettre, dis-je, surprise par sa franchise. Fabien ressent la même chose. Il a dit qu'il a toujours eu l'impression que nous ne te prêtions pas assez attention, mais il avait peur d'interférer. Elle marqua une pause. Et il y a autre chose. Tu manques à Amélie. Elle demande tous les jours quand tu reviens. Mon cœur se serra. De tous les petits-enfants, Amélie avait toujours été la plus attachée à moi. Une fille calme et réfléchie, qui me ressemblait tellement à son âge. Elle me manque aussi, admis-je. Dis-lui que je viendrai sans faute à sa pièce de théâtre, comme je l'ai promis. C'est dans 2 semaines, dit Isabelle. Tu es sûre de pouvoir venir? C'est un long trajet. J'ai promis, dis-je fermement. Et je tiendrai ma parole. Après cette conversation,
je remarquai un changement dans le ton de nos discussions avec Isabelle. Elle commença à parler davantage d'elle, de ses difficultés au travail, de la difficulté de concilier carrière et maternité. Pour la première fois depuis longtemps, elle me parlait d'égal à égal, comme à quelqu'un qui pouvait comprendre et compatir, et pas seulement comme à une mère à qui il fallait rendre compte de la semaine passée. Elle m'a même demandé conseil à propos d'Amélie une fois. Elle est si calme, maman. Parfois, je m'inquiète qu'il y ait quelque chose qui ne va pas chez elle. D'autres filles de son âge sont si extraverties, et elle préfère s'asseoir avec un livre. Je souris en me souvenant de la petite Isabelle qui aimait aussi lire. Elle est juste différente, ma chérie. Tout comme tu l'étais à son âge. Tu te souviens comment tu te cachais dans le placard avec une lampe de poche pour finir un livre après l'extinction des feux? Vraiment. Isabelle semblait surprise. Je ne me souviens pas de ça. Oh, tu étais tout aussi calme et réfléchie. Et puis, au collège, tu es soudainement devenue extravertie et active. Les gens changent. Je n'y avais jamais pensé, admit elle, au fait d'être comme Amélie. Je suppose que c'est pour ça que j'ai tant de mal à la comprendre parfois. Ou peut-être que c'est pour ça que tu t'inquiètes pour elle plus que tu ne le devrais, dis-je doucement. Parce que tu te souviens de ce que c'était que d'être différente. Cette nuit-là, notre conversation dura 1 heure. Nous avons parlé de son enfance, de la mienne, des difficultés d'être parent, des peurs et des espoirs. C'était la conversation la plus longue et la plus sincère que nous ayons eue depuis des années. Pendant ce temps, ma vie sur la Côte d'Azur prenait de nouvelles couleurs. Hélène, qui ne tenait jamais en place, m'impliquait dans diverses activités. Nous allions à la plage ramasser des coquillages, visitions les galeries et les marchés locaux, et cuisinions ensemble de nouveaux plats. Elle m'a même convaincue d'essayer le yoga pour seniors, dirigé par son amie Marguerite. Tu es figée dans ton rôle de mère sacrificielle, dit Hélène un jour au petit déjeuner. Il est temps de te rappeler que tu es aussi une femme, une personne, un être humain avec ses propres désirs. Et quels sont mes désirs? Demandai-je avec un sourire. Comment pourrais-je le savoir? Haussa-t-elle les épaules. C'est à toi de le découvrir. Que as-tu toujours voulu faire mais que tu as remis à plus tard? Quels endroits as-tu rêvé de voir? Quelles compétences voulais-tu acquérir? Je me suis interrogée. En effet, au fil des années à m'occuper de ma famille, du travail et des responsabilités ménagères, j'avais presque oublié mes propres intérêts. Quand avais-je fait quelque chose pour moi pour la dernière fois, sans penser aux bénéfices pour mes enfants, mes petits-enfants ou ma maison? J'ai toujours voulu apprendre à prendre des photos, admis-je. Henri m'a offert un appareil photo pour nos noces d'argent, mais je n'ai jamais pris le temps de comprendre comment il fonctionnait. Génial, s'illumina Hélène. Le centre communautaire de notre village propose un cours de photographie pour débutants. Je t'y inscrit. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre l'art de la photographie sous la tutelle de Benjamin, un ancien photojournaliste énergique de 70 ans. Il m'a appris à voir la beauté dans les choses ordinaires, à capturer l'instant, à jouer avec la lumière et l'ombre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti l'excitation et la joie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'en oubliais le temps, errant le long de la plage avec mon appareil photo, à la recherche d'angles et de détails intéressants. Les cours de yoga hebdomadaires m'ont également apporté une joie inattendue. Marguerite, une femme de mon âge avec une tresse jusqu'à la taille et une énergie inépuisable, nous a convaincus que le corps est un temple, et qu'aucun temple n'est trop vieux pour être réparé. Après les cours, nous restions souvent à discuter autour d'un thé, et j'ai progressivement noué de nouvelles connaissances et même des amitiés. Un jour, en regardant mes photos, je suis tombée sur un cliché du ciel au coucher du soleil sur la mer, qui était particulièrement réussi. Sans hésiter, je l'ai envoyé par email à Jules. Il avait toujours été intéressé par l'art, bien qu'il le cache sous un masque d'indifférence adolescente. À ma grande surprise, il a répondu presque immédiatement. Super, mamie. C'est toi qui as pris la photo? Quel filtre as-tu utilisé? Ainsi commença notre correspondance. Je lui parlais de mes expériences photographiques. Il partageait ses conseils sur le traitement des images dans des applications dont je n'avais même jamais entendu parler. C'était un nouveau rapprochement inattendu, basé sur un intérêt commun plutôt que sur des obligations familiales. Dans l'une de ses lettres, Jules demanda à l'improviste « Mamie, est-ce que papa a toujours été aussi maniaque du contrôle ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Je ne voulais pas dire du mal de Pierre, mais je ne voulais pas non plus mentir à mon petit-fils. Ton père a toujours été très responsable, écrivis-je finalement. Même enfant,
Il ressentait le besoin d'avoir le contrôle. Je pense que c'est sa façon de prendre soin de ceux qu'il aime, bien que parfois ce soin puisse paraître excessif. Il panique depuis que tu es parti, répondit Jules. Tout le temps, il dit que tu es irresponsable et égoïste, et maman dit que tu as le droit de vivre ta vie. Ils se disputent tout le temps à ce sujet. Ce message m'a prise par surprise. Je ne m'attendais pas à ce que mon départ provoque un tel désaccord entre Pierre et Valérie. Elle soutenait habituellement toutes ses décisions, du moins publiquement. Pendant ce temps, ma visite pour la pièce de théâtre de l'école d'Amélie approchait. J'avais réservé des billets de train et même acheté une nouvelle robe. Une robe bleu marine avec une broche en feuilles d'argent que Hélène m'avait offerte. Pour coller au rôle d'Amélie, plaisantait-elle, me rappelant que ma petite fille jouait un arbre. Isabelle appelait presque tous les jours, me rappelant les détails de la pièce, l'heure à laquelle elle commençait, et le siège qu'elle m'avait réservé. Sa voix semblait nerveuse, comme si elle avait peur que je ne vienne pas. « Maman, tu es sûre de pouvoir venir seule ? Peut-être que Fabien peut venir te chercher à la gare. » « Isabelle, je suis parfaitement capable de prendre un taxi, » lui rappelai-je doucement. « Je l'ai fait toute ma vie. »« Bien sûr, c'est juste que... » balbutia-t-elle. « Je m'inquiète. » Le jour de la pièce, je suis arrivée à Brest tôt le matin. C'était étrange de voir la ville qui avait été ma maison pendant des décennies à travers les yeux d'une visiteuse. Tout semblait à la fois familier et étranger. J'ai pris une chambre dans un petit hôtel près de l'école d'Amélie, payant pour une chambre dans ma propre ville pour la première fois de ma vie. C'était un sentiment étrange mais libérateur. Je n'étais plus liée à la maison, à la routine, aux attentes de la famille. J'étais libre de faire ce que je voulais, et c'était à la fois effrayant et délicieux. La pièce a commencé à 18h. Je suis arrivée une demi-heure à l'avance, comme Isabelle me l'avait conseillé, et j'ai pris ma place au 3e rang. Bientôt, Isabelle et Fabien sont apparus, tous deux l'air tendus. « Maman !» Isabelle me fit un câlin étonnamment chaleureux. « Tu es magnifique. La Côte d'Azur te va à ravir. »« Merci, ma chérie. » Je souris. L'air de la mer fait des merveilles. « Et une nouvelle robe, » remarqua-t-elle avec surprise. « Très élégante. » J'ai pensé que je pouvais me faire plaisir, acquiesçai-je. Fabien m'enlaça chaleureusement. « C'est bon de te voir, Lise. La maison n'est pas la même sans toi. »« Ce n'est plus ma maison, Fabien, » lui rappelai-je doucement. « Du moins, pas encore. » Lise commença à dire autre chose, mais elle fut interrompue par l'arrivée de Pierre et de sa famille. Mon fils eut l'air surpris de me voir. « Maman, tu es venue, finalement. »« J'ai promis à Amélie, » répondis-je simplement. Valérie sourit de manière crispée, et Héloïse se précipita vers moi pour me serrer dans ses bras. « Mamie, tu m'as tellement manqué, » s'exclama-t-elle. « As-tu reçu mes lettres ? » « Bien sûr, ma chérie. » Je la serrai à mon tour. « Et tes dessins sont magnifiques. Je les ai accrochés dans la chambre de tante Hélène. » Jules, qui se tenait derrière tout le monde, me fit un signe de la main maladroit. Je lui souris, et il me rendit un léger sourire. Notre petit secret, notre nouvelle connexion à travers les photos et les emails. La pièce était attachante dans sa naïveté et sa sincérité. Des enfants de 8 à 11 ans racontaient une histoire sur l'importance de la préservation de l'environnement. Amélie, dans un costume d'arbre, se tenait au centre de la scène, levant fièrement ses bras en forme de branche. À un moment clé, elle a livré un monologue au nom de la forêt en voie de disparition. Quelques phrases simples mais poignantes qu'elle avait apprises à la perfection. Je remarquai qu'Isabelle essuyait une larme en écoutant sa fille. Peut-être voyait-elle enfin que le rôle de l'arbre était aussi important que n'importe quel autre. Après la pièce, nous avons tous attendu Amélie dans le hall. Quand elle est apparue, encore maquillée avec des feuilles peintes sur les joues, j'ai été la première à m'approcher d'elle avec un bouquet de fleurs sauvages. « Tu étais magnifique, mon rayon de soleil », dis-je en la serrant dans mes bras. « Le plus bel et le plus important arbre que j'ai jamais vu. » Vraiment. Ses yeux brillaient. « Tu le penses vraiment, mamie ? » Absolument. Sans toi, tout le spectacle se serait effondré. Isabelle a suivi, son visage rayonnant de fierté. Maman a raison, Amélie. Tu as été incroyable. Je suis si fière de toi. J'ai regardé ma fille avec surprise. Aucun commentaire sur le fait que le monologue était trop court ou que le costume aurait pu être mieux. Juste des éloges sincères et inconditionnels. Nous sommes tous allés ensemble dans une pizzeria près de l'école,
une tradition après chaque représentation d'Amélie. À table, la conversation a eu du mal à démarrer au début. Pierre était silencieux, Valérie observait attentivement les enfants. Isabelle essayait de faire la conversation. « Comment te plais-tu sur la Côte d'Azur, mère ?» demanda-t-elle enfin. « Hélène ne te rend pas folle avec ses idées farfelues. » Je souris en me souvenant de notre dernière idée folle. Une séance photo nocturne d'observation des étoiles sur la plage. En fait, j'aime bien ces idées folles. Elles me donnent envie d'essayer de nouvelles choses. Comme quoi? Demanda Fabien avec un intérêt sincère. J'ai commencé à apprendre à prendre des photos, répondis-je. Et je fais du yoga 2 fois par semaine. Du yoga? Pierre rompit enfin le silence, sa voix empreinte d'incrédulité. À ton âge? À mon âge, Pierre, le yoga est particulièrement bénéfique, dis-je calmement. Ça aide à la souplesse et à l'équilibre. Ma grand-mère m'envoie des photos d'elle, intervint Jules, faisant se tourner tout le monde vers lui. Elles sont vraiment cool. Vraiment. Valérie avait l'air surprise. Tu n'en as jamais parlé. Jules haussa les épaules, clairement embarrassé par l'attention soudaine. Mamie est douée pour prendre des photos de la mer et des couchers de soleil, dit-il. Elle a l'œil pour les détails. Pierre regarda son fils, puis moi, son visage un mélange de surprise et d'autre chose. Peut-être un léger ressentiment. Je ne savais pas que vous étiez en contact, dit-il. Nous échangeons des emails, répondis-je. Jules me donne des conseils sur le traitement des photos. Et moi aussi, je veux voir tes photos, mamie, s'exclama Héloïse. Je peux. Bien sûr, ma chérie. Je t'enverrai des photos spéciales que j'ai prises juste pour toi. Le dîner s'est poursuivi dans une atmosphère plus détendue. J'ai parlé de la Côte d'Azur, des nouveaux amis que je m'étais faits, de mes projets d'assister au Festival des Arts Locales. Les enfants écoutaient avec intérêt et posaient des questions, et même Pierre s'est progressivement dégelé et a participé à la conversation. Quand il fut temps de se dire au revoir, Isabelle me prit à part. « Maman, je me demandais, veux-tu passer à la maison, juste pour voir comment ça va ? J'ai arrosé les fleurs comme tu l'as demandé et j'ai relevé le courrier. » Merci, ma chérie, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas le faire pour le moment, dis-je. Je retourne sur la Côte d'Azur demain matin. Peut-être la prochaine fois. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Tu nous manques, maman, dit-elle doucement. À nous tous. Même à Pierre, bien qu'il soit trop têtu pour l'admettre. Je sais, répondis-je doucement. Et vous me manquez aussi. Mais nous avons tous besoin de ce temps pour réfléchir, pour réévaluer, pour peut-être apprendre à nous voir d'une nouvelle manière. Elle hocha la tête, me serra soudainement dans ses bras et se détourna rapidement, cachant ses larmes. En rentrant à l'hôtel en taxi, je pensais à la façon dont mes enfants avaient changé au fil des mois. Isabelle était plus douce, plus attentive, moins centrée sur ses propres problèmes et plus sur les sentiments des autres. Pierre était toujours têtu et réservé, mais je pouvais voir dans ses yeux une incertitude que je n'avais pas remarquée auparavant. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il doutait de sa propre justesse. Les 6 mois passèrent à une vitesse folle. Vivre sur la Côte d'Azur avec Hélène n'était pas seulement un répit, mais une véritable découverte de nouvelles opportunités, de nouveaux intérêts, de nouveaux amis. J'ai découvert des talents que je ne me connaissais pas, et le courage d'essayer des choses que je n'aurais jamais cru possibles auparavant. Mon exposition de photos à la galerie locale fut un petit événement dans la vie du village. Benjamin, mon professeur de photographie, insista pour que je montre mon travail au public. « Tu as un œil particulier, Lise, disait-il. Tu vois la beauté là où les autres passent à côté. » 12 de mes photographies, des paysages marins, des détails de vieux bâtiments, des portraits de gens du coin furent accrochés au mur de la petite salle d'exposition pendant un mois. À ma grande surprise, 3 d'entre elles furent même achetées. J'envoyais des invitations à l'exposition à mes enfants, sans vraiment espérer que quelqu'un vienne. La distance, le travail, l'école des enfants. Il y avait toujours des raisons. Mais soudain, Isabelle et Amélie arrivèrent. Elles passèrent la journée à regarder mes photos, à se promener sur la plage, à faire la connaissance d'Hélène et de ses amis. « Je ne t'ai jamais vue comme ça, maman », dit Isabelle alors que nous étions assises sur la véranda de la maison d'Hélène, à regarder le coucher du soleil. Si, vivante, libre. Je ne me suis pas vue comme ça depuis longtemps non plus, admis-je. Lors de ma dernière semaine sur la Côte d'Azur, Hélène organisa un dîner d'adieu. Elle invita tous mes nouveaux amis,
Benjamin et sa femme Grace, Marguerite du cours de yoga, les voisins et d'autres élèves de photographie. Nous nous assîmes dans son jardin sous des guirlandes lumineuses, mangeant des plats faits maison, buvant du vin et parlant de projets futurs. « Alors, tu retournes vraiment à Brest ?» demanda Marguerite en me tendant une assiette de salade. « Après tout ce que tu m'as raconté sur ta famille. »« Oui, acquiesçai-je. Il est temps. Les 6 mois sont écoulés et je dois tenir ma parole. »« Et l'argent ?» me demanda Hélène sans détour. « Ma sœur n'a jamais été très diplomate. As-tu décidé de ce que tu vas faire avec l'héritage ?» Je soupirai. C'était une question qui me trottait dans la tête depuis des semaines. Beaucoup de choses avaient changé en 6 mois. Isabelle avait commencé à appeler régulièrement, s'enquérant non seulement de ma santé, mais aussi de mes nouveaux passe-temps. Pierre était réservé au début, mais peu à peu, ses appels devinrent plus ouverts. Nous nous sommes même disputés quelquefois, une vraie dispute d'égal à égal, pas le genre où il rejetait mes opinions avec condescendance. « Je n'ai pas encore pris ma décision, dis-je. Mais je pense que je vais partager l'argent. Une partie ira à mes enfants et petits-enfants, une partie à une œuvre de charité, et une partie pour toi, dit fermement Hélène. N'oublie pas, Lise. Tu as gagné le droit de vivre la vie que tu veux. » Le jour de mon départ, Hélène me conduisit à la gare. Nous étions debout sur le quai, et je ressentis un étrange mélange de tristesse et d'anticipation. « Ne les laisse pas te transformer à nouveau en une ombre, dit ma sœur en me serrant fort dans ses bras. Tu as vécu pour les autres pendant trop longtemps. Il est temps de vivre pour toi. Promis, souris-je. Et je reviendrai. » Maintenant, j'avais une raison de revenir. Dans le train, je pensais à ma prochaine réunion de famille. Nous avions convenu de nous retrouver chez moi. La première fois que j'y retournais en 6 mois. Selon Isabelle, les enfants s'étaient relayés pour surveiller la maison, arroser les fleurs, s'assurer que tout était en ordre. C'était déjà un changement. Avant, toutes les tâches ménagères reposaient uniquement sur mes épaules. Brest m'accueillit avec un ciel couvert et une bruine. Un temps breton typique, qui m'avait étrangement manqué sur la côte d'Azur ensoleillée. Le taxi s'arrêta devant ma maison, et je fus surprise de voir les lumières allumées aux fenêtres. Quelqu'un était déjà à l'intérieur. En ouvrant la porte avec ma clé, j'entendis des voix et des rires venant de la cuisine. Laissant ma valise dans le couloir, je m'y dirigeai et me figeai sur le seuil, n'en croyant pas mes yeux. Toute ma famille était là. Pierre et Valérie, Isabelle et Fabien, les 3 petits-enfants. Ils s'affairaient autour de la table, mettant les assiettes et les verres. Quelque chose sentait délicieusement bon dans le four, et il y avait un vase de fleurs sauvages, mes préférées. Héloïse fut la première à me remarquer. « Mamie !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers moi pour me serrer dans ses bras. « Tu es de retour !» Tout le monde se retourna et il y eut un silence pendant un moment. Puis Isabelle s'approcha et me serra dans ses bras, suivie par Amélie et même Jules, qui évitaient habituellement les marques d'affection. « Bon retour à la maison, maman !» dit Isabelle, et je remarquai des larmes dans ses yeux. Fabien souriait près de la cuisinière. Valérie ajustait nerveusement les serviettes sur la table, et seul Pierre restait où il était, me regardant avec une expression indéchiffrable. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demandai-je en balayant la cuisine du regard. « Un dîner pour célébrer ton retour, » répondit Isabelle. « Nous voulions t'accueillir comme il se doit. J'ai fait ton rôti de bœuf préféré. » Dit Fabien 4-5. C'est ta recette, mais je crains qu'il ne soit pas aussi bon que le tien. Et j'ai fait une tarte aux pommes, ajouta Valérie. Et je ne pus cacher ma surprise. Valérie, qui se vantait toujours de ne pas cuisiner, préférant les restaurants et les livraisons, avait fait une tarte. Cannelle et raisins secs, exactement comme tu aimes, expliqua-t-elle en remarquant ma surprise. Héloïse m'a aidée. Merci. J'étais touchée par leurs efforts. C'est inattendu. Pierre s'approcha enfin de moi. Il avait l'air tendu, comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. Maman, commença-t-il, et je remarquai que sa voix tremblait légèrement. Nous sommes tous très heureux que tu sois de retour. Et avant de nous mettre à table, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Il prit une profonde inspiration. Je veux m'excuser. Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité au fil des ans, pour ne pas t'avoir vu, ne pas t'avoir entendu, ne pas t'avoir respecté. Pour avoir pensé que mes problèmes étaient plus importants que les tiens. Pour avoir tenu ton amour et tes soins pour acquis. Je le fixai en silence, n'en croyant pas mes oreilles.
Pierre, mon fils fier et têtu, qui n'admettait jamais ses erreurs, se tenait devant moi et s'excusait. Ces 6 mois m'ont fait beaucoup réfléchir, continua-t-il. J'ai réalisé que j'avais été égoïste, que je t'avais traité non pas comme un être humain avec ses propres désirs et droits, mais comme une fonction. Une maman qui devrait toujours être là, toujours prête à aider, sans jamais se plaindre. Il se tut un instant, rassemblant ses pensées. Et j'ai réalisé autre chose. J'avais peur. Peur que tu deviennes dépendante de nous, que ta santé se détériore, que tu aies besoin de soins. Alors, j'ai essayé de tout contrôler. La quantité de sucre que tu mettais dans ton thé, si tu conduisais ta voiture, si tu sortais sous la pluie sans parapluie. C'était ma façon de gérer la peur de te perdre. Pierre, commençai-je, mais il secoua la tête. Laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est important. Il prit une autre profonde inspiration. Quand tu es parti, j'étais en colère. Je pensais que tu nous manipulais, que tu nous faisais chanter. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer à quel point c'était vide sans toi. Pas seulement à la maison, mais dans nos vies. Et ce n'était pas à propos de l'argent, je le jure. C'était parce que tu es le cœur de notre famille. Tu l'as toujours été, et nous ne le voyons tout simplement pas. Maintenant, je luttais pour retenir mes larmes. Mon cœur battait la chamade et j'avais la gorge nouée. Je suis désolé, maman, termina Pierre. Je suis désolé pour tout. Et sache que peu importe ce que tu décideras à propos de l'argent, je t'aime. Nous t'aimons tous. Je le serrai silencieusement dans mes bras, incapable de parler. Mon fils, mon garçon compliqué et fier, m'avait enfin vu. Vraiment vu. Quand nous nous sommes séparés, j'ai remarqué que tout le monde essuyait aussi furtivement des larmes. Même Jules, qui faisait semblant d'être très occupé sur son téléphone, reniflait de manière suspecte. « Merci, Pierre, dis-je enfin. Cela signifie beaucoup pour moi. »« Mettons-nous à table, » suggéra Isabelle, brisant le moment d'émotion. « Tout est prêt et le rôti de bœuf va refroidir. » Nous nous installâmes à table et je fus surprise de me retrouver assise non pas en bout de table, à servir et à resservir, mais sur le côté, comme une invitée. Fabien et Isabelle mettaient la nourriture dans les assiettes. Pierre ouvrit le vin. Valérie disposa les verres. Tout se passait sans ma participation, non pas parce qu'on m'ignorait, mais parce qu'il voulait que je me repose. Le dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Nous avons parlé de ma vie sur la Côte d'Azur, de photos, de nouveaux amis. Les enfants ont parlé de leurs affaires sans les plaintes et les drames habituels, partageant simplement les nouvelles. Les petits-enfants parlaient avec enthousiasme de l'école, de leurs projets et de leurs plans. Après le dessert, la tarte aux pommes qui, à ma grande surprise, était presque aussi bonne que la mienne, Isabelle versa le thé, et la conversation se tourna inévitablement vers ce que tout le monde pensait. « Mère, commença-t-elle prudemment. Nous aimerions tous savoir si tu as pris une décision concernant l'argent. » Je posai ma fourchette et regardai ma famille. Ils attendaient, retenant leur souffle. Il y a 6 mois, je n'aurais vu que de l'avidité et du calcul dans leurs yeux. Mais maintenant, je voyais de l'incertitude, de l'espoir et plus important encore, une volonté d'accepter quelle que soit ma décision. « Oui, » répondis-je. « J'ai décidé de partager l'héritage. Un tiers ira à une œuvre de charité, à un fonds pour les personnes âgées qui vivent seules. J'ai déjà contacté plusieurs organisations, et j'en ai choisi une dont les objectifs et les méthodes de travail sont proches des miens. » Je fis une pause, observant leur réaction. Personne n'objecta. Personne ne montra de déception. Ils attendaient simplement que je continue. Un tiers sera partagé entre vous, Pierre et Isabelle. Pas à parts égales, mais selon les besoins. Pierre, tu as un emploi stable et bien rémunéré. Isabelle, toi et Fabien avez une situation plus compliquée, surtout avec ses déplacements pour le travail. Donc, vous aurez un peu plus. Pierre hocha la tête, ne montrant aucun mécontentement que sa part soit plus petite. C'était nouveau. Autrefois, il aurait toujours insisté sur un partage juste, c'est-à-dire égal, de tout. Et je garde un tiers pour moi. Terminez-je. Pour voyager, pour de nouveaux passe-temps, pour la vie que je veux vivre tant que j'ai encore le temps et l'énergie. C'est juste, dit Pierre. Plus que juste. Je suis contente que tu le penses, souris-je. Parce qu'il y a autre chose. Je vais vendre cette maison. Il y avait une réelle surprise sur leur visage. Vendre la maison, intervint Isabelle. Mais où vas-tu déménager? J'ai repéré un petit appartement plus près du centre-ville,
avec une belle vue sur le port, et surtout, pas de jardin à entretenir. Mais cette maison, il y a tellement de souvenirs ici, objecta Pierre. Nous avons grandi ici. Papa aimait cette maison. Oui, consentis-je. Mais une maison, ce ne sont pas les murs. Ce sont les gens qui y vivent. Et en ce moment, cette maison est trop grande pour moi seule. De plus, elle renferme tellement de souvenirs d'Henri que parfois, ça fait mal. Je regardais leur visage perplexe et ajoutais plus doucement. Je ne disparais pas de vos vies. Je veux juste vivre dans un endroit qui sera mon propre choix, pas un héritage du passé. Un endroit où je peux commencer un nouveau chapitre. Je comprends, dit brusquement Valérie. Un nouveau départ nécessite un nouveau décor. Je lui souris avec reconnaissance. Peut-être y avait-il une part de vérité dans ce qu'elle disait. Une nouvelle maison symbolisait pour moi une nouvelle vie, non alourdie par les blessures et les déceptions passées, sans les rôles et les attentes habituelles. Et pour les vacances? Demanda Amélie. Nous nous réunissions toujours ici à Noël. Nous nous réunirons toujours, ma puce, répondis-je. Simplement dans un endroit différent. Peut-être parfois chez moi, parfois chez tes parents, ou chez Pierre et Valérie. Et parfois, peut-être que nous irons tous quelque part ensemble, à la mer ou à la montagne. Comme une vraie aventure. S'illumina-t-elle. Exactement, lui fis-je un clin d'œil. La vie est trop courte pour toujours faire la même chose. Après le dîner, Pierre et Fabien firent la vaisselle, et Isabelle, Valérie et moi allâmes dans le salon. Les enfants se dispersèrent dans la maison. Jules avec son téléphone comme d'habitude, Héloïse avec un livre. Amélie décida d'aider son père et son oncle dans la cuisine. « Maman, dit Isabelle alors que nous nous installions sur le canapé, je veux que tu saches que Fabien et moi avons beaucoup parlé de ce qui s'est passé, de la façon dont nous t'avons traité au fil des ans. Pierre et moi aussi, ajouta Valérie. Ça nous a fait réfléchir. Je suis contente que vous y pensiez, répondis-je. Parce que ce n'est pas une question d'argent. Ça n'a jamais été une question d'argent. C'est une question de respect, de se voir pour ce que nous sommes, pas pour ce qu'il est confortable de nous présenter. Nous avons compris, hocha la tête Isabelle. Et nous voulons changer. Nous le faisons déjà. Je le vois, souris-je. Et j'apprécie vos efforts. Valérie, habituellement réservée et un peu arrogante, me prit soudain la main. Tu sais, Lise, j'ai toujours été un peu jalouse de toi, avoua-t-elle. La façon dont tes enfants t'aiment, la façon dont tes petits-enfants sont attirés par toi. Je n'ai jamais réussi à être aussi réelle. Toujours à m'inquiéter des apparences, de ce que les autres penseraient. Toi, tu étais juste toi-même. Je la regardais avec surprise. Je n'avais jamais pensé que Valérie, toujours si sûre d'elle et de sa supériorité, pouvait être jalouse de moi. Être soi-même est parfois la chose la plus difficile que nous puissions faire, répondis-je. Mais c'est aussi la plus importante. Nous avons parlé tard dans la nuit, non seulement du passé et de ses erreurs, mais aussi de l'avenir, de nos espoirs et de nos projets. Isabelle m'a dit qu'elle pensait à changer de travail. La comptabilité n'avait jamais été sa passion. Elle rêvait d'écrire. Valérie a admis qu'elle était fatiguée de la course sans fin au statut et au luxe, que parfois elle voulait juste s'asseoir avec une tasse de thé et un bon livre, et non assister à un autre événement caritatif. Nous parlions d'égal à égal, en tant que femmes, chacune avec sa propre vie, ses propres joies et ses propres peines, ses propres rêves et ses propres peurs. Non pas comme belle-mère et belle-fille, non pas comme mère et fille, mais comme des amis partageant leurs pensées les plus intimes. Quand tout le monde commença à rentrer chez soi, je ne ressentis pas de soulagement comme j'en avais l'habitude après les réunions de famille, mais une légère tristesse de se quitter. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment bien avec ma famille. Nous passerons demain pour t'aider à déballer tes affaires, dit Pierre en me disant au revoir. Et je prendrai rendez-vous avec un agent immobilier si tu décides vraiment de vendre. Merci, le serrai-je dans mes bras. Mais prends ton temps. Je ne vais nulle part de sitôt. Sauf sur la Côte d'Azur, dit-il avec un sourire. Hélène est probablement déjà en train de planifier ta prochaine visite. En fait, nous pensons voyager en Italie ensemble, admis-je. J'ai toujours voulu voir Venise. L'Italie. Il avait l'air surpris, mais pas alarmé comme avant. Ça a l'air merveilleux. Tu pourrais peut-être ramener de nouvelles photos pour ta collection. Je le ferai, acquiesçai-je. Et peut-être pour une nouvelle exposition. Quand tout le monde fut parti, je fis le tour de la maison, si familière et si étrangère.
Chaque pièce renfermait des souvenirs, heureux et tristes, importants et fugaces. Ici, Pierre avait fait ses premiers pas. Ici, Isabelle avait écrit son premier poème. Ici, Henri et moi avions passé la dernière soirée avant sa mort. Mais maintenant, j'étais prête à laisser le passé derrière moi. Non pas à l'oublier, non pas à le rayer, mais juste à le laisser devenir une partie de l'histoire, pas une encre me retenant sur place. Je m'allongeais dans mon lit, regardant le plafond, et je pensais à la façon dont ma vie avait changé au cours de ces 6 mois. J'étais passée d'invisible, d'une fonction, d'une grand-mère pratique, à une personne avec ses propres désirs et droits. Une personne qui est vue, entendue, respectée. Et ma famille a changé aussi. Nous avons tous changé. Appris à nous voir non seulement comme des rôles familiers, mais comme des personnes vivantes avec leurs propres forces et faiblesses, leurs peurs et leurs espoirs. L'argent que j'ai failli donner à une œuvre de charité a joué son rôle. Ce fut le catalyseur qui nous a tous obligés à nous arrêter et à repenser nos relations. Mais à la fin, il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait de l'amour qui avait toujours existé entre nous, mais qui était enfoui sous des couches de ressentiment, de peur et d'habitude. En m'endormant, je pensais que demain serait un nouveau jour, un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre dans lequel je serais non seulement une mère et une grand-mère, mais aussi une photographe, une voyageuse, une exploratrice du monde. Un chapitre dans lequel ma famille fera partie de ma vie, mais pas toute ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'attendais avec impatience ce que demain apporterait.